Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du Grand Tornu. Inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, le site est un précieux témoin de l'industrie minière belge. Exploité à partir de 1778 par Charles Godenech, ce n'est qu'à partir de 1810, avec le rachat des terrains par Henri de Gorge, riche commerçant lillois, que le site voit son activité augmenter. De 2 puits jusqu'à 12 seront exploités, certains d'une profondeur proche des 1000 mètres. Au plus fort de la production, jusqu'à 250 000 tonnes de charbon seront extraits et 2300 ouvriers seront employés par année, ce qui en fait un des plus grands charbonnages de Belgique. Majeur témoin de cette exploitation disparue, la cour centrale, autour de laquelle étaient autrefois situés les ateliers des fondeurs, des mécaniciens, des menuisiers, des charrons. S'y trouvaient également les magasins d'outils et matériaux, ainsi que la maison des ingénieurs. Ne vous y méprenez pas, cette cour jusqu'en 1954, année de fermeture de l'exploitation du Grand Tornu, n'avait pas l'aspect d'un grand jardin, mais plutôt d'une place pavée à partir de laquelle le charbon, après avoir été rassemblé, était transporté par le réseau ferré jusqu'au canal de Condé, puis acheminé vers la France au Vermons. Henri de Gorge, propriétaire de 1810 jusqu'en 1832, année de son décès, était de ces hommes ambitieux et visionnaires. En 1830, il fait aménager sur 1,8 km la première voie ferrée de Belgique, alors à traction hippomobile. Il obtient en 1826 de John Cockerill l'accord de produire ses machines à vapeur. Le but dès lors est de devenir indépendant. Devant vous, la cathédrale du Grand Tornu. Alors cathédrale, il n'y avait pas d'église ici, encore moins de cathédrale, mais c'est surnommé ici cathédrale parce que c'est un bâtiment qui est imposant. C'était le bâtiment donc des machines, là où on concevait des machines à vapeur. Alors il obtient de John Cockerill la permission de fabriquer ses propres machines, et ces machines c'est avant tout pour son exploitation minière, puisque pour rappel, à une certaine profondeur, le problème du mineur, c'est qu'il y a de l'eau. Cette eau doit être évacuée, système d'exor. Et que va-t-il faire monsieur de Gorge? Eh bien, il va développer des machines à vapeur qui vont actionner des pompes pour évacuer ces eaux et qui vont permettre dès lors de descendre à des niveaux plus bas. De Gorge, en plus de produire ses machines à vapeur, va également dans ses ateliers faire fabriquer fonte et cuivre, ce qui lui permettra de concevoir wagons, outillage de mine, rails et ainsi au maximum réduire les coûts. Mais il ne s'arrête pas en si bon chemin. Constatant qu'il est complexe de disposer d'une main-d'œuvre suffisante tout au long de l'année, il va dès 1822 faire aménager une cité ouvrière. Dans nos régions, ce sera une première pour ce type d'exploitation. En un peu plus de 10 ans, 450 maisons seront construites dans 6 rues entourant la cour centrale. Chaque habitation dispose alors de 4 pièces sur 2 étages, avec cave, grenier, jardin, une citerne à eau ou un puits et un four à pain commun. Maison qui hébergeait en moyenne 10 personnes, dont 2 au minimum devaient travailler pour la Société des mines du Grand Tornu. Mais maintenant, il y a une idée derrière la tête. L'idée, c'est que la maison, c'est pour les rendre sédentaires. Ici, dans le Borinage, au départ, il n'y a pas de mineurs en temps plein, c'est plutôt saisonnier, c'est-à-dire que pour la plupart, ils sont agriculteurs. En hiver, il y a moins de travail dans les champs et alors ils se tournent vers les mines. Et donc ici, Henri de Gorge, par ce moyen, par la construction de cette cité ouvrière, va proposer un logement d'une qualité exceptionnelle pour l'époque, et ainsi c'est un moyen de capter, de retenir la main-d'œuvre ici au Grand Tornu. Donc, il y a ici dans la cité ouvrière une école, un hôpital qui est gratuit, il y a également des parcs, il y a également une salle de fête, les mariages y sont célébrés, mais il n'y a pas d'église. Pour rappel, Henri de Gorge n'est pas croyant, il ne va pas aménager l'église, même pour les ouvriers habitants ici, la cité ouvrière. En réalité, il est franc-maçon, d'où la présence du symbole des abeilles à l'entrée de la crypte, où depuis 1927, son corps ainsi que celui d'une vingtaine de membres de sa famille reposent. Henri de Gorge meurt en 1832 du choléra, mais ça n'empêche pas sa femme Eugénie Legrand de reprendre les rênes de l'industrie avec son neveu.
Lorsque celle-ci meurt en 1843, ce sont ses neveux qui héritent du site d'exploitation. Ils fondent la même année la Société civile des usines de houille du Grand Ornu, qui perdurera jusqu'en 1951, soit 3 ans avant la fermeture complète du site. En 69, ce site, ça fait alors déjà 15 ans qu'il est à l'abandon, il y a un arrêté royal qui vise à sa destruction. L'idée, c'est faire table rase du passé, ce passé qui est bien entendu douloureux, qu'on essaye d'oublier, et on souhaiterait valoriser ces terres par d'autres affectations. Cet arrêté royal ne sera pas exécuté. Un architecte ici de la région donc, va s'intéresser au site et va entreprendre la restauration d'une partie seulement. La partie qu'il va restaurer, c'est la partie qui est de ce côté-là. La partie restaurée par cet architecte, M. Guchet, c'est donc cette partie ici, la partie courbée. Il est bloqué par rapport à ses finances. Ce n'est pas possible pour lui de tout rénover, bien entendu. Alors il va étançonner, pour ainsi dire, il va essayer de maintenir le site en l'état. Et on va devoir attendre en fait les années 80, donc 1989 particulièrement, quand la province du Hainaut va racheter le site avec progressivement au fil des années un projet qui va se confirmer, le projet qui est dès lors d'accueillir un centre donc, des arts contemporains. Également, dans le prolongement des arcades au centre, une seconde cour, la cour carrée. Là où la cour principale a été construite dans un style néoclassique, avec ses colonnes et ses entrées monumentales, la cour carrée a davantage l'aspect d'une basse-cour entourée de corps de ferme. Ce n'est pas un hasard, puisque de ce côté-ci, on retrouvait entre autres les étables et le magasin au foie. À partir de cette cour, dans les anciennes étables, vous pourrez explorer le CID, Centre d'innovation et du design du Grand Ornu. Et du côté de l'ancien magasin au foie, une rampe vous emmènera dans le MAC, Musée des Arts Contemporains. Tout ça de quoi passer une journée complète entre vieilles pierres, histoire de mineurs, nature et formes d'art.